Sejam bem-vindas e bem-vindos a essa abertura do Pensamento Cinema 10. E a gente está muito feliz de receber vocês para essa troca. Eu queria abrir esse evento passando a palavra para o Guilherme, para ele fazer aqui o currículo do professor Solage. A gente vai passar uma fala que ele gravou, justamente para que a gente não sofresse com qualquer dano ou problema de conexão, mas eles estão online lá para depois ter um tempinho de troca, de conversa junto. Bom, François Solage é filósofo. É professor emérito da Universidade de Paris 8. Desde 2000, preside a Cooperativa Internacional de Pesquisa Retina Internacional, pesquisas estéticas e teóricas sobre as imagens e os imaginários novos e antigos. Ele é diretor das coleções Retina Création, Eidos e Local e Global no L'Harmattan, que já possui 280 livros publicados. Seus muitos livros se concentram em fotografia, arte, imagem e filosofia geral. Seu Estética da Fotografia foi traduzido para 12 idiomas. Seus livros mais recentes são La Beauté d'un Tout, publicado em coreano e francês, em abril de 2024, e Hésitation et Création, publicado em junho de 2024. Ele publicou vários livros no exterior e organizou centenas de conferências internacionais na França e no exterior. Então, enquanto eles nos aguardam aqui via Zoom, a gente vai então primeiro ouvir a fala que ele gravou para a gente e aí ele entra aqui ao vivo, se tudo der certo com a conexão. Bonjour, amis chercheurs de Palmas et du Brésil, et merci au professeur Léon Farinetto de m'avoir invité à votre colloque. Ma communication s'intitulera « Pour une esthétique négative du documentaire, du rêve du réel à la jubilation de la fiction ». D'abord, de la technique documentaire à l'art documentaire, ou de la fiction à l'œuvre de fiction. Nous sommes face à un continent en extension, le continent du documentaire. En extension, premièrement, eu égard à sa multiplicité. On en trouve avec la vidéo, le cinéma, la photo, les techniques qui mixent cinéma et photographie. Bien sûr avec les écrits. Deuxièmement, avec l'utilisation d'autres techniques. Le son, la musique, les odeurs, les 5 sens sont en action. Et la fiction peut alors se glisser, consciemment ou non, de la part du documenteur. Documenteur serait-il menteur? Avec les 5 sens, il y a 5 fois plus de réalité. Nous n'avons pas dit 5 fois plus de réel. Avec les 5 sens, il y a 5 fois plus d'imaginaire. Nous aurions pu dire 5 fois plus d'imagination. Mais restons-en à l'imaginaire, eu égard au couple imaginaire réel. Troisièmement, ce continent est sans cesse plus important, eu égard notamment à l'évolution des technologies. Et nous le savons depuis 10 ans, et nous le savons depuis 20 ans, et nous le savons depuis 50 ans, et nous le savons au moins depuis 1962 et ce cher McLuhan. En extension, quatrièmement, parce que le continent artistique du documentaire est, lui, en pleine extension, au point d'absorber tous les autres arts. La question est la suivante. Doit-il les absorber ou les enrichir? Le questionnement obligé s'impose, à savoir le risque d'idéologie naïve, voire même impérialiste, de la prétention à la capture du réel. Combien de niaiseries avait-on entendu à propos
de cette notion de capture, notion idéologique qu'il faut déconstruire absolument. Mais il y a des œuvres et des courants, des œuvres, et ce concept est capital pour comprendre le documentaire, des courants, et ce constat est à faire avec joie, avec jubilation, et il engendre le concept de dialectisation du continent documentaire-fiction. En effet, rappelons-nous les pionniers du cinéma vérité, d'Albert Mail à John Churchill ou Michel Brault, mais aussi Errol Morris, Nick Bromfield. Mais il y a aussi les cinéastes ou les vidéastes engagés politiquement, comme Kiel Longinotto, Patricio Guzman, Alanis Obonzanwin, et aussi les documentaires poétiques comme ceux de Bernard Köst. Cela est intéressant, mais attention, attention à la naïveté, attention à l'illusion, nous l'avons déjà dit, de capturer le réel. Le réel est un fauve que l'on ne peut domestiquer. Et que si l'on croit le domestiquer, ce n'est plus le fauve que l'on a face à nous. Le réel est impossible, disait Lacan. Le réel est insaisissable, pensait Kant. Donc, après cette mise en place, ces rappels, disons quelques remarques, faisons quelques remarques. Et reculons de un demi-siècle. Nous sommes en 1979. Et il y a un reportage sur la guerre. Et les auditeurs et ceux qui examinent ce reportage sur la guerre, lors d'une séance sur le reportage, considèrent qu'ils sont frappés par une perplexité. Sont-ils face à un reportage sur la guerre ou à un film sur la guerre? Quand vous êtes face à votre télévision, face à votre écran, voire même dans une salle d'art contemporain, vous ne pouvez en décider. Tel le sujet cartésien au début de la 6e méditation métaphysique, qui ne sait si le monde extérieur existe ou si tout cela n'est qu'une illusion. Il y a donc toujours un malin génie qui nous guette quand nous regardons une œuvre documentaire. Elle se donne pour du réalisme, ce n'est peut-être que quelque chose de baroque. Nous sommes toujours confrontés à ce qui s'est joué dans le premier tiers du XVIIe siècle. Cette deuxième partie concernant les rapports entre le réel et l'imaginaire, le réel et la fiction dans le cas du documentaire, prend sens par rapport à un cadre général qui est le cadre du baroque et de sa tentation de classicisme, mais aussi prend véritablement son sens par rapport à une réflexion sur la réception. Parce que cette ambiguïté qu'a le regardeur face à l'image et à la vidéo tient au fait que la réception produit des effets. La réception n'est pas neutre. La réception ne reçoit pas du réel, mais des images, donc de l'imaginaire. Le concept à mettre en œuvre est donc celui d'une réception productrice d'imaginaire. Outre que la réception produite par le récepteur
est comparable au contre-transfert dans une analyse de la part de l'analyste. L'analyste, lui aussi, n'est pas neutre. Et c'est ce qui permet, mais c'est ce qui réduit l'interprétation dans le cadre de l'analyse et dans le cadre d'une vidéo documentaire. Ce problème est amplifié, bien sûr, par le numérique et par les réseaux sociaux, ce qui montre que le problème du documentaire, depuis un siècle ou un siècle et demi, si l'on prend en compte la littérature et la photographie, mais peut-être même faudrait-il prendre en compte l'histoire de la peinture. Le problème de documentaire est donc toujours un problème historique, car est historique non seulement la production des images, mais historique la production de l'imaginaire par le biais de la réception. Le couple qui s'impose à nous n'est pas celui vrai-faux, et encore moins l'utilisation de cette notion idéologique de fake news. Les fake news ont été repérées depuis 2-3 000 ans, dans la mesure où le langage est toujours un porteur possible de mensonges et de fiction. Et donc l'utiliser, cette notion de fake news, est plutôt le signe d'une ignorance de ce que les sophistes et les philosophes ont fait avant et pendant Platon. Il faut en effet passer de ce couple vrai-faux, peut-être au couple réel-imaginaire. Voyons comment la même année, en 1979, Barthes réinvente le problème dans son magnifique livre « La chambre claire ». Il parle du « ça a été », comme si tout se passait comme une saisie d'une réalité ou du réel. Or, en fait, nous le savons, nous l'avons montré dans l'esthétique de la photographie, le ça a été doit être remplacé par un ça a été joué. Il en va toujours d'un jeu, à la fois du côté du ludere, le jeu du jouet, de l'illusion, donc dont nous parlions tout à l'heure avec le baroque, mais aussi d'un jeu qui s'opère dans l'interprétation, dans le cadre de l'analyse. Il y a donc un déplacement du réel imaginé à l'imaginaire réel, ou plutôt à l'imaginaire conscientisé. L'imaginaire conscientisé est donc un concept capital pour penser le documentaire et la fiction. Ainsi, il en va du rôle de l'histoire pour le documentaire. L'histoire, certes, de la production, comme nous le disions tout à l'heure, mais aussi de la réception. Relire McLuhan est en 62, le message est le médium, mais repenser McLuhan en 2024. Le message, dans le cadre d'un documentaire, c'est le massage du documentaire par l'imaginaire historiquement, technologiquement et idéologiquement constitué du récepteur conditionné. Nietzsche nous disait « Il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations ». Nous pourrions dire à propos du documentaire « Il n'y a pas d'image, il n'y a que des imaginaires et de la fiction ». C'est la porte ouverte à l'art, c'est la condition de l'art. D'ailleurs, Michel de Certeau, il y a un demi-siècle, nous insistait beaucoup sur le fait que tout document est le fruit d'une opération de transformation. Ce sont ces transformations qu'il faut mettre en avant, ce rôle du sujet récepteur, et c'est pourquoi on peut parler d'une esthétique négative du documentaire plutôt que d'une esthétique positive,
tout comme on parle d'une esthétique, d'une théologie négative, dans la mesure où l'esthétique négative ne dira pas ce qu'il en est, mais dira ce qu'il n'en est pas. Merci. O François Solar já foi apresentado, né? Já. Então, eu vou passar diretamente as perguntas. A gente vai proceder assim, é uma conversa. Eu vou traduzir ao mesmo tempo, tentar traduzir da melhor maneira o François Solar falar. E vamos ver assim, e a gente vai avançando nessa conversa a partir das questões que nós vamos colocar. Alors, François, bonjour, c'est un plaisir de t'avoir avec nous, avec des gens si sympas qui sont là-bas. Et avec toi. Alors, on va procéder comme on avait dit. Merci beaucoup. François agradece bastante a organização e a presença de todo mundo aí. Vamos. Alors, François, j'aimerais commencer par le début de ta vidéo où tu parles de l'extension du documentaire. Est-ce que tu penses que cette extension du documentaire sur les différentes formes d'expression, voire des expressions artistiques, représente ou peut représenter une menace à la création de l'imaginaire, à la production de l'imaginaire? Então, a minha pergunta é sobre a questão da extensão do documentário essa extensão do documentário sobre as diferentes formas de incluir a produção criativa do imaginário. Il y a beaucoup de coupures dans la communication. Hein. Bonjour à tous, et je réponds à la question. L'extension do documentaire a deux causes. Então, a extensão do documentário tem duas causas. Une cause anthropologique et une cause technologique. Antropológica e uma causa tecnológica. Je crois qu'anthropologiquement, les hommes produisent des documents. Eu acredito que antropologicamente os humanos produzem documentos. Des hôtes aux mythologies verbales et poétiques. E, em termos de mitologia verbal e poética, d'une certaine manière, l'Odyssée d'Homère est un documentaire. Em certos termos, a Odisseia é documentário. Technologiquement, les possibilités de la documentation sont beaucoup plus grandes avec le développement de la technologie. Com o desenvolvimento da tecnologia, as possibilidades de produção de documentos são muito maiores. Mais ces développements de la technologie ne sont pas politiquement neutres. Mas esses ne sont pas neutres politiquement. Mas esse desenvolvimento tecnológico não é neutro politicamente. La mythologie pouvait toujours d'une religion. La mythologie pouvait être contrôlée au service d'une religion. A mitologia poderia ser controlada a serviço de uma religião. Les technologies sont au service du capital et de la politique du capital. As tecnologias, por sua vez, estão a serviço do capital e da lógica do capital. Et de la politique du capital. E da política do capital. En conséquence, il y a un risque, il y a un danger. En conséquence, tu as raison, il y a un risque, un danger que les documentaires soient ceux qui disent le plus la réalité
soit ceux qui passent dans la fiction deviennent des servantes d'une politique. Então, realmente, essa pergunta sobre a questão da ameaça é pertinente. Há um risco, um perigo, que o documentário seja como realidade e esteja a serviço da política. Exemple, les documentaires sur les guerres qui ont lieu aujourd'hui. Por exemplo, os documentários sobre a guerra que ocorre hoje. Les documentaires sur la tentative d'assassinat de Trump. Os documentários sobre a tentativa de assassinato de Trump. Les documentaires sur les Jeux Olympiques. Os documentários sobre os Jogos. Posons-nous la question, comment faire un documentaire sur la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques? Questão, como fazer um documentário sobre a final dos 100 metros dos Jogos Olímpicos. Il y a donc un danger pour le documentaire et pour l'utilisation artistique du documentaire. Há perigo para o documentário e para a utilização artística do documentário. Plus que tout autre, l'œuvre d'art est sur une ligne de crête où il peut basculer dans l'idéologie ou être exploité par l'idéologie. Mais do que qualquer outra coisa, a obra de arte está sobre uma linha de visura e pode virar para o lado da ideologia ou mesmo da utilização ideológica. Exemple, les documentaires artistiques allemands du temps d'Hitler. Por exemplo, os documentários artísticos alemães do tempo de Hitler, de uma utilização ideológica. François, tu as conclu le raisonnement? Oui. Oui, enfin, je peux développer, mais peut-être que tu as une autre question. Oui, je crois que j'ai une question plus. Eu queria abrir, se alguém tem alguma questão. Aqui, deixa eu passar para o Roberto. Oi, Leon, boa tarde. É o Roberto, saudade, meu querido. Tudo bom? Eu fiquei curioso com uma fala do professor Szilárd, quando ele disse, eu queria saber em que medida que a Odisseia pode ser considerada um documentário. Se é que foi isso que eu entendi mesmo. Alors, é isso mesmo. François, une question du public, professeur Roberto Amaral, meu colega lá na UFT. Oui. Il me demande dans quelle mesure, il te demande en fait, dans quelle mesure l'Odyssée peut être dite en documentaire. Simplement parce que à cette époque, l'histoire n'est pas constituée en tant que discipline, et parce que l'Odyssée rapporte des événements qui sont certainement liés à des événements ayant existé. L'Odyssée est du côté d'une fiction. Elle fait appel à qui prennent la parole, mais la réception propos plonge l'auditeur à la fois dans un plaisir poétique, mais dans une information sur un passé lointain, voire originel. Então, Il le documente. Pardon. Simplesmente, a Odisseia pode ser considerada um documentário simplesmente porque, naquela época, a história não era
configurada como uma disciplina. A Odisseia fala sobre acontecimentos e acontecimentos que possivelmente existiram de alguma forma. Ela elabora dentro da ficção esses elementos. Agora, existe a recepção da Odisseia. Isso é bastante presente no vídeo, né? Que fazem na recepção, os auditores experimentam ao mesmo tempo um prazer poético e são informados sobre acontecimentos do passado. François. Oui. Rappelons-nous le texte. Les souvenirs sont bons. C'est là dont je vais vous parler. Mais la muse qui donne cette dimension donc artistique, mais aussi il fait référence à un passé. Rappelez-vous, il va parler de celui qui t'enverra quand le mal quitter la personne. Donc il renvoie à des événements historiques. Tu m'entends? Non. Il renvoie, il parle d'événements qui paraissent comme historiques, comme ayant eu lieu. Pas de soi, ils n'ont pas eu lieu exactement comme Homère le décrit. Então, se a gente se lembra do texto, né, tem um apelo aos muitos, né, esse que Homero faz ao passado, né? Mas o passado na forma de uma aparência, de algo que é possível de ter acontecido, mas que certamente não aconteceu como o relata Homero. Eu acho que eu vi le geste de Roberto et te remercie. Oui, merci, obrigado. Quand on fait un documentaire sur une grève dans une usine, on va peut-être essayer de la faire de façon artistique. Et on ne risque pas de la transformer en fonction de ceux qui vont acheter ce documentaire sur telle chaîne de télévision, le biais d'Internet. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Quando fazemos documentário sobre uma greve, por exemplo, numa indústria, pode ser que o documentarista procure fazê-lo de forma artística. E não há o risco de transformar o que acontece em função daqueles que vão comprar o documentário, por exemplo, uma rede de televisão ou um site internet. Há esse risco, mas não é isso que importa, isso não é grave. Le travail de Patrice Guzman, par exemple, il est à la fois magnifique, mais il y a toujours des risques. Toujours des risques. Parce que
O trabalho de Patrice Guzmán, por exemplo, é magnífico, mas há sempre um risco. Obrigado, Leon. Merci por sua Solange. Nós temos mais alguma pergunta aqui? Não, mas está dando para ouvir, né? Temos mais alguma pergunta aqui do público? Não? Então, a gente encerra. Oi. Oi, Leon. Deixa eu fazer uma pergunta aqui em português, porque aí também é mais fácil se você traduzir. Eu fiquei muito interessado quando o professor Soulages fez uma comparação entre a recepção do espectador e a noção de contra-transferência do analista. Eu queria perguntar a ele como a gente pode, a partir disso, pensar uma relação de recepção que, digamos assim, possa se constituir também na esfera pública e que não seja apenas, digamos assim, entre dois sujeitos, como dentro de um consultório de psicanálise. Alors, la question de Guilherme, c'est la suivante. Il a beaucoup apprécié la comparaison que tu as faite entre la réception et la contre-transférence dans l'analyse clinique. Comment est-ce qu'on pourrait penser une relation de réception dans les sphères publiques et pas seulement entre deux sujets, l'analyste et celui qui se fait analyser? Peut-être que dans la sphère publique, quand on fonctionne par groupe, voire par masse, on a affaire alors à un groupe, un certain nombre d'individus. On a affaire à un corps politique, comme j'ai essayé de le montrer dans mes travaux de recherche sur photographie du corps politique. Mais comme Alexis Tocqueville, 2 siècles, dans son livre de la démocratie en Amérique. Tu peux traduire. Então, quando a gente fala de esfera pública, nós podemos funcionar como grupo, até mesmo como massa. Nós temos a ver com um número de indivíduos mais ou menos grande, com um corpo político, como o Soulages sobre essa questão em um de seus livros, no caso, a relação entre fotografia e corpo político. Tocqueville pensava essa questão já no século XIX, no seu livro Democracia na América. Alors, le sujet politique peut faire un contre-transfert dans sa réception des documentaires et rejeter en masse ou adhérer en masse à tel ou tel documentaire. Então, o sujeito político, no caso coletivo, grupo, faz uma contra-transferência na recepção do documentário e pode rejeitá-lo ou aderir a ele segundo as circunstâncias. Il y a un siècle, le neveu de Freud est allé aux États-Unis et a travaillé sur l'opinion et a travaillé sur la publicité et a écrit un livre qui s'appelait Propaganda.
Há 100 en anos, référence há 100 anos, o sobrinho de Freud fez uma viagem aos Estados Unidos, trabalhou sobre a opinião, sobre a publicidade e escreveu um livro que se chama Propaganda. et il voulait que des cibles soient pas des petits films publicitaires ou des images ou des documentaires. Il voulait que des morceaux du public adhèrent et achètent tel produit. Et d'autres morceaux du public adhèrent et achètent tel produit. Donc opère un contre-transfert. Então, a intenção do sobrinho de Freud era operar sobre partes do público para que, utilizando filmes, imagens, né, na época, para que essa parte do público aderisse, né, a tal ideia ou comprasse tal produto, ou seja, que operasse uma contra-transferência. Et quand, repassons du sujet et au sujet individuel qui constitue ce groupe, si l'on fait un documentaire sur l'immigration, et si dans notre famille, il y a eu des immigrés, ou si nous sommes immigrés nous-mêmes, nous allons opérer un contre-transfert sur le documentaire. Tout comme... Bon, vas-y. Passemos ao sujeito individual desse grupo. Digamos que nós tenhamos um documentário sobre a migração, a imigração. Digamos que haja ou que tenha havido na família desse sujeito individual. Então, esse sujeito individualmente vai operar uma contra-transferência. Ainsi, mais de même, quand je lis les premiers vers d'Homère, qui nous parlent de celui qui erra tellement, le verbe errer, si je suis sensible... Então, o mesmo acontece quando leio os primeiros versos de Homero, que fala de um errante, de uma pessoa que erra. Si je suis sensible à la problématique du juif errant, je vais faire un contre-transfert sur ce texte. Bref, j'interprète, je fabrique un nouveau sens, mais je fabrique des affects. Et toute réception est interprétative d'un documentaire. Se, ouvindo, né, os versos de Homero, eu sou sensível à problemática do judeu errante, eu farei uma contra-transferência. Eu interpretarei de uma certa maneira. Eu fabricarei não apenas um novo sentido, mas afetos. A recepção é interpretativa. Okay. Et c'est pourquoi les documentaires
doivent être vécus par un sujet, mais il doit aussi, je crois que ce serait très positif, qu'il parle, qu'il évalue avec d'autres sujets sa réception du documentaire et qu'il comprenne qu'il parle autant de la réception du documentaire que du documentaire lui-même. Et que surtout, il ne confond pas le documentaire, sa représentation, son interprétation. Por isso, documentário, isso é muito positivo, deve ser vivido por sujeito, experimentado por sujeito. E que ele fale, avalie sobre o documentário com outros sujeitos. Ele expresse sua recepção, assim como o documentário. Ele fale sobre a sua recepção do documentário e sobre o documentário, sem confundir as duas coisas. Que ele possa separar, né, o que é o documentário mesmo e a sua própria recepção. Une autre question? Outra questão? Leon, a gente tem mais uma questão aqui, uma última questão para a gente já ir encerrando. Passar o microfone aqui para o Carlos. Boa tarde. Tem um documentarista brasileiro chamado Eduardo Coutinho, não sei se o senhor conhece. Ele produz uma espécie de dispositivo, né, em que ele chega para conversar com os entrevistados somente no momento da gravação. Ele não encontra ninguém antes. Existe uma equipe que vai antes, etc. Mas ele chega naquele momento e estabelece a relação com os entrevistados daquele momento. E ele chama isso de uma espécie de, digamos, não nesses termos, mas uma espécie de produção de verdade, a verdade daquele encontro, né, digamos assim, né? Então, eu queria saber o que é que o senhor acha dessa possibilidade de descrever esse momento dessa forma. O momento do encontro, né? Alors, merci, Carlos. Obrigado, Carlos. Une question pour terminer, possiblement. Carlos, il demande il parle de Eduardo Coutinho, c'est un documentariste brésilien très connu, au Brésil en tout cas. Coutinho, il met en place un dispositif où il établit une conversation avec la personne interviewée, sans la connaître avant, sans n'importe quel genre de contact préalable avec cette personne. Donc, tout se passe au moment même de la gravation. Et Eduardo Coutinho appelle ça, ce processus de production de vérité. Carlos aimerait savoir ce que tu en penses de cette notion de production de vérité par ce dispositif, dans ce dispositif. Merci, obrigado, Carlos. La formule production de vérité est une formule provocatrice pour nous pousser à penser. Il va de soi qu'on ne produit pas des vérités comme on produit des voitures. Ce type de dialogue filmé est quelque chose que j'aime personnellement beaucoup parce qu'il est riche de vérité. Mais la vérité n'est jamais donnée. Elle est
qui dirige notre travail à partir du mix image-parole qui est ce type de documentaire. La vérité est donc ce vers quoi on essaie. Il y a donc une unité d'interprétation et l'on comprendra un peu mieux qui est le sujet complexe auquel le vidéaste parle et comment le discours et le type de prise de vue du vidéaste agissent sur ce tout qu'est la vidéo. On peut aussi voir les travaux de Jouch et de 1000 autres personnes. Então, essa fórmula, produção da provocadora, ela nos faz pensar. Ela está aí para nos fazer pensar. É claro que não produzimos verdade como produzimos automóveis. Soulages gosta desse tipo de revista porque ele é rico em verdade. Mas a verdade nunca é uma coisa dada. Funciona mais como um horizonte que conduz nosso trabalho de imagem e fala. A verdade é isso a que vivemos. E ela se reflete em uma pluralidade de interpretações. Temos que compreender o que o sujeito complexo do documentarista, seu discurso, o enquadramento que ele faz, age sobre esse todo que é o documentário. Temos o exemplo também, muitos outros, né? Claro, o de Jean Rouch. On peut, dans un premier temps, dire que quand ça marche bien, on atteint une certaine authenticité. Podemos dizer, quando as coisas funcionam bem, que atingimos uma certa autenticidade. Mais dans un deuxième temps, on ne parlera plus d'authenticité, mais de singularité du sujet. Sujet personnel, si l'on interviewe une personne, sujet singularité de ce sujet, mais aussi singularité d'un événement. On fait un documentaire sur quelque chose qui se passe. Donc, deuxième point, la singularité. No segundo tempo, a gente pode deixar de lado a questão da autenticidade para falar da singularidade do sujeito individual, no caso de um entrevistado, ou da singularidade do acontecimento, se o documentário se torna para algo que está se desenrolando. Então, singularidade. Troisième temps, cette singularité
on ne peut en faire, on ne peut en avoir savoir définitif. On ne peut même la saisir véritablement. D'où, et c'est ça le troisième temps, une philosophie négative de la singularité et, pour les œuvres d'art, une esthétique de cette œuvre singulière qui est en face de moi. Dans tous les cas, on ne dit pas tant ce qu'est le réel en face de nous que d'abord ce qu'il n'est pas, puis comment nous l'appréhendons, le représentons, l'interprétons, et donc, 3, nous devons dire qui l'on est, que l'on soit à la fois celui qui fait la vidéo et celui qui reçoit la vidéo. Négatif, mais riche, doit être cette philosophie et cette esthétique pour être à la hauteur du sujet et de l'événement singulier, mais riche. Ça va? Ok. Então, segundo tempo, né, tínhamos primeiro tempo a autenticidade, segundo tempo a singularidade do sujeito ou do acontecimento, sobre o qual porta o documentário, e no terceiro tempo, a respeito dessa singularidade, não podemos ter um saber definitivo. Não podemos aprender completamente, e por isso é preciso uma filosofia negativa da singularidade, e, no caso da obra de arte, uma estética negativa da obra de arte que se debruce sobre aquilo de que não se trata. Sobre a maneira como nós apreendemos, representamos, interpretamos. Isso de que se trata. Assim, quem faz e quem recebe o documentário assume uma atitude negativa, mas rica, à altura do acontecimento e do sujeito singular, mas rica. On s'arrête là, Léon? A gente para por aqui. Bom, infelizmente, pelo horário, a gente precisa parar. Queria agradecer, fazer o agradecimento do evento como um todo. Vou até vir aqui para poder ficar na tela, ao professor Solage, ao Léon. Léon, como eu já disse, que foi o criador original do pensamento cinema, que é um professor de filosofia, e não foi nem planejado, mas estamos hoje no Dia do Filósofo. Me falaram mais cedo, então dia 16 de agosto é Dia do Filósofo. Então, Léon, pena que vocês não puderam estar aqui pessoalmente conosco, mas bom que a gente pôde trocar, ainda que remotamente. Alors, c'est dû à l'horaire, on va vraiment s'arrêter. Gustavo, te remercie beaucoup pour ta contribution, François. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas être en présence là-bas. Ça sera une autre fois. Merci Gustavo, merci beaucoup Léon, et lisez le livre de Léon sur les masses
ils vous éclaireront sur le documentaire. À bientôt tout le monde. Alors, ele disse para ler o livro que eu escrevi e que ele publicou sobre as massas, e isso vai esclarecê-los sobre o documentário. Muito obrigado, François. Merci beaucoup, Gustavon, Guilherme, Theo et tout le public. Obrigado. Merci beaucoup. On se passe un petit coup de fil, soit ce soir, soit bientôt, Léon. Ok. À bientôt. À bientôt. Hein? Tchau, Gustavo. Tchau, Boa continuação. Até uma Ciao próxima. à tous les étudiants. Au revoir, Gustavo Tchau, tchau. et Guillaume.